Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 4, épisode 6. Autisme et équithérapie, point historique, contexte et pistes pour la recherche. Par Amélie Tsaag-Valren. Donc bonjour, alors je prends la parole ici dans un cas assez particulier, c'est-à-dire en tant que personne autiste, ce qui va peut-être paraître assez surprenant à certains d'entre vous dans la mesure où j'ai l'air de m'exprimer à peu près correctement, sauf que c'est bien plus compliqué que cela. Alors pour commencer, si vous le voulez bien, j'ai amené un petit objet que je pensais pouvoir poser, sauf que c'est un plan incliné, donc ça ne va pas être possible, pour 3 raisons. La première est de rappeler que c'est dans les pays scandinaves que l'équithérapie a été pour la première fois acceptée en tant que pratique thérapeutique utile. Et c'est également dans ces mêmes pays scandinaves que l'inclusion des personnes autistes dans la société est considérée comme la plus aboutie. Alors la troisième raison, on ne va pas pouvoir le faire du coup à moins que je le mette comme ça. C'est vous proposer un petit jeu, si vous le voulez bien, entre vous et moi. Je vais vous proposer, pendant la conférence, de regarder cet objet plutôt que moi, dans la mesure où croiser le regard de personne est encore extrêmement difficile, extrêmement stressant. Et pour une autre raison également, vous avez sans doute remarqué, si vous travaillez avec des personnes autistes, combien ils ont du mal à vous regarder dans les yeux. C'est pas naturel pour eux, tout comme il va probablement pas être naturel pour vous de regarder cet objet. Donc le petit jeu, si vous le voulez bien, est de regarder cet objet et de voir en combien de temps, naturellement, votre regard va revenir vers moi. Vous allez voir, c'est assez drôle. C'est parti. Attention, ne triche pas. Alors, vous parler de l'autisme en une demi-heure est assez compliqué, donc malheureusement, je vais devoir aller vite. Ceci, alors on ne voit pas très bien, ceci est la triade autistique qui a été donc définie par Lorna Wing, chercheuse britannique en 1983, et qui actuellement sert toujours, mais plus pour très longtemps, de référence pour définir les troubles autistiques. Donc on a retenu 3 grands groupes de critères généraux. Les troubles des interactions sociales réciproques, donc ça va être les difficultés dans les interactions sociales, les difficultés d'empathie notamment, donc les intérêts spéciaux et comportements d'autostimulation, car les personnes autistes ont des centres d'intérêt qui sont généralement très différents de ceux des personnes non autistes. Alors les comportements d'autostimulation, le plus connu c'est celui-ci, c'est ce qu'on appelle le flapping. Donc ça peut être variable selon les personnes. Pour ma part, j'ai une tendance naturelle à tourner autour notamment des meubles et des chaises. Quand je travaille ou quand j'écris du texte, j'ai besoin de me lever de ma chaise, de faire le tour, parfois plusieurs fois, et de me rasseoir. Alors, ça peut paraître très étrange pour les gens qui ne me connaissent pas, mais c'est un comportement qui me permet de réguler mon stress. Et alors le 3e critère, s'il est barré, c'est pour une bonne raison, c'est que très prochainement, on va passer de la triade autistique, donc dans la CIM-10, la classification internationale des maladies, à la dyade autistique. C'est-à-dire que ce critère ne sera plus considéré comme pertinent pour définir l'autisme, dans la mesure où les difficultés de communication verbale et non verbale découlent entièrement du trouble des interactions sociales réciproques. C'est-à-dire que la communication peut s'apprendre quand on est une personne autiste, ça peut s'apprendre tout au long de la vie. Et il n'est d'ailleurs pas rare, on en a un dans la salle, je ne dirai pas qui c'est, il n'est pas rare donc que les personnes autistes, donc enfants, apprennent à parler et à vaincre, entre guillemets, leurs difficultés langagières au fil du temps. Donc on a des personnes qui vont se mettre à parler à 12 ans, parfois plus tôt, et parfois qui vont même se mettre à parler en avance, ce qui a donc été mon cas. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai été diagnostiquée avec un syndrome d'Asperger à 33 ans. Voilà. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Vous avez sans doute remarqué... Il faut que je parle comme ça, c'est peut-être mieux. Vous avez sans doute remarqué... en fait, on n'entendait pas ? Si, d'accord. Pardon. Vous avez sans doute remarqué que dès qu'on se met à parler d'autisme, on a tendance à associer cela uniquement aux enfants. Alors, c'est vraiment une spécificité, si j'ose dire, française, enfant égale autiste. Sauf que non, les adultes autistes existent. Comme je disais, il y en a un dans la salle. Et donc malheureusement actuellement les adultes autistes sont invisibles, c'est pourquoi je souhaitais vous faire un petit topo à ce sujet-là. Pourquoi les adultes autistes sont invisibles? Malheureusement je vais devoir vous le dire assez brutalement. Donc
que deviennent les adultes autistes? Eh bien, hélas, 76 à 90% d'entre eux sont au chômage, et ça, ce ne sont pas mes chiffres, hein, ce sont des chiffres de la National Autistic Society au Royaume-Uni, parce qu'en France, on n'a pas ce type de chiffres. Donc, parmi les personnes autistes que je connais, en étant dans des associations, j'en connais au moins 3, voire 4 qui sont en épuisement professionnel, c'est-à-dire en burn-out. Alors, il y a une étude toute récente de Salavitz, qui montre qu'il y a un taux très élevé d'alcoolisme, de toxicomanie et de dépendance en tout genre. Alors, il y a également des troubles dépressifs ou anxieux chez 65% des personnes autistes adultes. La moitié ont un trouble des déficits de l'attention, c'est mon cas. Alors, également un chiffre extrêmement préoccupant, 12%, donc d'après un site britannique consacré à l'accueil des sans domicile fixe, donc 12% des autistes deviendront à un moment de leur vie sans domicile fixe. Alors, partie suivante, pas très réjouissante non plus. Malheureusement, beaucoup d'adultes autistes sont encore actuellement mis en institution et donc bourrés, drogués de médicaments, parfois des cocktails de 3 à 4 neuroleptiques en même temps, ce qui ne leur permet pas évidemment un quelconque développement, mais a plutôt pour but de les garder entre guillemets sous contrôle. Alors surtout les hommes jeunes, donc là je cite le rapport de mon ami Joseph Chauvanec qui a été rendu cette année. Alors pour ceux qui échappent à cela, ben, on en a une petite partie qui vont entre guillemets devenir des singes savants. Parce que, hélas, lorsqu'on est un autiste adulte et qu'on est connu en tant qu'autiste, il est extrêmement difficile de faire reconnaître son expertise. On sera en quelque sorte labellisé autiste avant d'être reconnu comme professionnel de notre domaine. Donc, en l'occurrence, j'ai publié ce bouquin. Mais je rencontre d'énormes difficultés pour faire valoir mes compétences professionnelles à tous les niveaux. Je vous en reparlerai après. Donc les success stories d'adultes autistes, heureusement, existent. Heureusement, elles sont possibles et on en a des exemples tous les jours. Et donc ce fait peut créer du ressentiment chez les parents, on va dire, d'autistes dits sévères, lourds. Je déteste ces dénominations, mais ce sont les dénominations utilisées. Donc la réalité étant plus complexe, à savoir qu'on a 10% des personnes autistes qui ont un trouble neurologique associé qui est le syndrome du X fragile et qui donc diminue très fortement les capacités d'apprentissage. Mais chez 90% des personnes autistes, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que 90% des personnes autistes sont capables de progresser. Il n'y a pas de restrictions autologiquement associées à chacun qui... voilà, il n'y a pas de restriction à l'apprentissage chez la grande majorité d'entre eux. Alors ensuite, pour terminer, désolé de casser l'ambiance ainsi, mais la grande majorité des adultes autistes vont devenir malheureusement des morts avant l'âge classique, c'est-à-dire qu'on a un taux de suicide 28 fois supérieur à la population générale, et ça c'est une étude cohorte qui est très très importante. Donc on peut être certain que ces chiffres sont fiables. Alors 66% des adultes autistes diagnostiqués Asperger ont des pensées suicidaires. Et la première cause de cette mortalité et de ces pensées suicidaires est la discrimination par les pairs, c'est-à-dire toutes les difficultés que rencontrent les personnes autistes pour faire valoir leurs compétences, pour se loger, pour simplement réussir à vivre convenablement, vont malheureusement, bon, parmi mes amis, j'ai beaucoup d'amis qui maintenant ne sont plus, hélas. Donc pareil, désolé de casser l'ambiance ainsi. Donc l'espérance de vie des adultes autistes est réduite de 18 ans par rapport à la population générale. Et en plus, il s'agit d'une étude effectuée en Suède. Donc en France, les chiffres sont probablement bien pires que cela. Cette espérance de vie est réduite de 30 ans chez les personnes autistes non verbales. Et elle est de seulement 39 ans si en plus il y a de l'épilepsie. Donc ça, ce sont les comorbidités des troubles du spectre de l'autisme. C'est-à-dire qu'on est rarement que autiste. On a également toutes sortes de petites particularités plus ou moins faciles à gérer qui vont venir s'y ajouter. Les plus classiques étant les problèmes de dépression et d'anxiété. On a également donc l'épilepsie qui est une comorbidité extrêmement fréquente, aussi bien donc chez les enfants que chez les adultes. Des problèmes digestifs, gastriques divers, j'en ai quelques-uns. Des problèmes de sommeil. Beaucoup de mes amis autistes doivent prendre de la mélatonine pour avoir un sommeil convenable, sauf que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc comment résoudre ce problème? Je vous propose une petite piste de solution.
sachant que ça risque d'être un peu compliqué parce que en ce moment, en matière d'autisme, dès qu'on commence à prendre la parole, on est un peu dans un contexte de guerre. Un contexte de guerre qui a débuté en 2012 avec la diffusion d'un film qui s'appelle Le Mur, dont vous avez peut-être entendu parler, donc la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme. Donc on est dans un contexte de guerre entre les représentations de la psychiatrie psychanalytique française et, on va dire, majoritairement des scientifiques cognitivistes et des associations de parents. Et malheureusement, dans ce contexte-là, il est extrêmement compliqué de faire entendre une autre voix, donc de faire valoir l'équithérapie en tant que pratique utile aux personnes autistes. C'est un peu comme avancer dans une tranchée entre deux corps de combattants et essayer de faire entendre sa parole. Dans ce contexte-là, alors, si vous le voulez bien, je vais vous faire un petit point à propos des recherches en matière d'équithérapie appliquée à l'autisme. Donc, c'est un champ de recherche extrêmement récent, champ de recherche croisé, donc qu'apporte la médiation équine aux personnes autistes. Jusque très récemment, les seules données que l'on avait étaient des témoignages relativement isolés de parents principalement, puisque jusqu'à la fin du XXe siècle, les formes d'autisme, on va dire verbal, étaient très très peu connues. Donc, pour l'essentiel, on associait l'autisme au fait d'être non-verbal. Donc, difficile d'apporter un témoignage, hélas, dans ces cas-là. Le premier grand témoignage que l'on a eu, alors je n'ai pas le bouquin avec moi, mais j'ai un de ses bouquins suivants, c'est celui de Temple Grandin, qui est probablement la personne autiste la plus célèbre au monde. Je vais vous reparler de Temple Grandin juste après. Donc, dont le témoignage a été traduit en 1994. Et dans son autobiographie, elle explique extrêmement bien tout ce que le contact avec le cheval lui a apporté. Et on peut même dire sans crainte aucune que c'est grâce à sa session de collège qu'elle a fait donc à l'adolescence, un collège spécialisé pour enfants à problème, donc américain, qui avait donc une cavalerie, et donc c'est grâce aux soins qu'elle a pu apporter aux chevaux à ce moment-là qu'elle a trouvé finalement sa voie professionnelle. Alors également, donc en 89, on a eu la première, enfin du moins la plus ancienne étude que j'ai trouvée sur l'équithérapie à propos d'un centre toujours américain dans l'Ohio, donc un centre qui accueillait des enfants autistes avec des chevaux réformés des courses. Donc là aussi, les premiers témoignages que j'ai pu retrouver sont américains. Et la première étude française à ce sujet a été celle de Charlotte Dobré en 95-96 à Clermont-Ferrand, qui a écrit une thèse de doctorat vétérinaire en partant de l'observation de 5 enfants avec autisme mis en contact avec le cheval. Donc hélas, c'est un échantillon trop faible pour permettre d'en tirer des observations, on va dire, scientifiquement recevables. Il faut un échantillon plus grand, mais ça, Laurent Samery en parlera beaucoup mieux que moi. Donc, en 2005, nous n'avions toujours aucune littérature scientifique permettant de se prononcer sur l'efficacité de l'équithérapie appliquée à l'autisme, mais toujours des témoignages très enthousiastes. Alors, en 2008 et 2009, accélération du phénomène. Donc on a déjà eu en 2008 un début de liste. Quelles sont les pratiques utiles en intervention pour les personnes autistes, donc par Lisa Ackards. Je ne me souviens plus en détail de l'étude, mais je pourrais la retrouver. Donc à l'époque, l'hypothérapie, c'est le terme qu'elle utilise, est listée parmi les thérapies, je cite, controversées. Donc ce qui ne veut pas dire absence d'efficacité, ce qui ne veut pas dire efficacité. Donc en gros, ça voulait juste dire voilà, qu'il n'y avait pas de données scientifiques suffisantes permettant de se prononcer. Donc oui, il s'agit le plus souvent de constatations de faits isolés. Voilà, ça c'est ce qu'elle écrit dans son papier. Et surtout, en 2009, grande accélération du phénomène grâce à la publication de L'Enfant Cheval, qui est donc à la fois un livre et un documentaire, donc je vais vous montrer un petit extrait après, qui a entraîné un engouement médiatique considérable pour l'équithérapie. Donc, bon, j'utilise le mot équithérapie, mais j'ai compris qu'il y avait un vocabulaire, donc hypothérapie, médiation équine. J'ai un peu de mal à m'y retrouver. Et donc, à partir de là, on a un accroissement des publications scientifiques, enfin, très bonne chose, permettant en 2016 un consensus, donc dans une étude américaine, étude de Borgi et collègues publiée en 2016, consensus scientifique pour dire que l'équithérapie est la zoothérapie, donc la pratique de médiation animale, la plus utile aux personnes autistes. Donc en quelques années, on a fait des progrès en matière de publication scientifique tout à fait considérables.
Alors également, je vais vous parler de 2 cas particuliers, donc de témoignages de personnes autistes, parce que bon, je ne suis pas chercheuse, mais je pense que c'est une erreur en tant que chercheur de ne pas s'appuyer sur les témoignages des personnes concernées. C'est une erreur parce que ça coupe finalement complètement le chercheur, la chercheuse de ce qu'elle étudie. Et donc étudier les témoignages permet très souvent d'avoir des informations tout à fait intéressantes. Je vais commencer par Temple Grandin. Temple Grandin, vous la connaissez peut-être grâce à un téléfilm qui est passé à la télévision, me semble-t-il, sur TF1 il y a peut-être 1 an ou 2, qui s'appelle également Temple Grandin. Donc c'est probablement la personne autiste la plus célèbre au monde. Elle donne des conférences dans le monde entier. Et pourtant, ça avait très très mal commencé pour Temple Grandin. Parce qu'à l'âge de 2 ans et demi, elle a été montrée à un chirurgien de Boston. Et ce chirurgien a dit exactement à sa mère « This girl has brain damage ». Concrètement, cette fille a le cerveau endommagé ou des dommages cérébraux. Donc un prédiagnostic, si on peut dire, extrêmement sévère et laissant très très peu de place à un quelconque espoir ou à une quelconque idée de progression. Eh bien, sa mère n'a pas accepté ce coup près en quelque sorte, ayant des revenus financiers assez considérables. Et là également, malheureusement, c'est très souvent le cas, les personnes autistes qui s'en sortent sont celles dont les parents ont des revenus financiers conséquents. Donc lui a payé une orthophoniste particulière, une gouvernante particulière, et en quelques années, Temple Grandin a pu progresser, bien qu'elle garde quand même beaucoup de bizarreries. Par exemple, l'habitude de se cacher sous le coussin du canapé pour ressentir une pression qui l'apaise. Je précise que cela n'a rien à voir avec le packing, au cas où on me poserait la question. Donc, un événement qui va être fondamental dans sa vie, ça va être d'une part lorsqu'elle est exclue du collège, donc elle a été exclue de son collège de filles. Alors, je ne sais plus en quelle année, bon, j'ai lu cette autobio, mais ça remonte quand même un petit peu. Et ses parents, ne trouvant pas de solution, l'ont replacée dans un collège pour personnes émotionnellement perturbées. Du moins, c'est ce qu'il y a décrit donc, dans cette autobio, où elle a découvert qu'il était possible de s'occuper des soins aux chevaux, et elle a demandé expressément à faire les soins aux chevaux donc, dans ce collège. Après cela, elle a été en vacances chez une de ses tantes, donc Anne. Pendant ses vacances, elle s'est occupée du bétail. Et c'est là qu'elle a découvert sa vocation, qui est donc, elle travaille principalement sur des systèmes de contention du bétail, bon, pour les abattoirs. Et elle en vit très très correctement. Donc maintenant, elle donne des conférences absolument partout. Donc voilà, alors que ça avait très très mal commencé. Et donc dans cet ouvrage que j'ai là, elle nous donne ce témoignage. Donc la machine à serrer, c'est le système qu'elle a trouvé pour ressentir de la pression apaisante. Donc c'est elle, la machine à serrer, qui m'a aidé à vivre mes années d'adolescence, elle et les chevaux. Monter à cheval était une joie pour moi. Je n'ai pas oublié le plaisir intense que j'éprouvais à galoper dans les prés. L'amour qu'un adolescent reçoit d'un cheval lui fait du bien. Bon, j'ai pris cet exemple, mais il y en a beaucoup d'autres dans cet ouvrage et dans son autobiographie. Le deuxième exemple dont j'aimerais parler, c'est celui de Rupert Isaacson. Alors, ça, c'est la vidéo... Ah, voilà, j'ai mal classé, en fait. Donc, Rupert Isaacson est le père d'un enfant autiste qui a été donc diagnostiqué autiste sévère ou autiste profond à 2 ans. C'est-à-dire non seulement avec... Bon, il ne parlait pas, pas du tout, colérique, incontinent, et il répétait en boucle des jingles de pub. Donc, pas du tout un profil, pour ainsi dire, qui laissait de l'espoir. Il a prononcé ses premiers mots lors d'une randonnée à cheval avec son père. Et ça, c'est donc très bien raconté dans ce livre, hein, L'enfant cheval. À la suite de quoi, son père a pris un pari complètement fou. Il a décidé de prendre son fils avec lui et de partir pendant 2 ans et demi en Mongolie. Donc, à la fois avec du voyage équestre, mais également avec des rencontres avec des chamans. Donc, je ne m'exprimerai pas sur le chamanisme, c'est une question de croyance personnelle. Rupert Isaacson estime que cela a permis à son fils de progresser. Bon, c'est son interprétation. Toujours est-il qu'au bout de ces 2 ans et demi de voyage équestre, donc Rupert parlait de façon beaucoup plus compréhensible et
Donc après ce voyage, a commencé à régresser, c'est-à-dire dès qu'il n'était plus dans ce contexte qui lui avait permis de progresser, il a repris ses colères, il est redevenu incontinent. Donc il y a eu une régression très importante. Il a refait un voyage avec lui, cette fois-ci en Afrique du Sud, également à cheval, à rencontrer donc des sorciers, des guérisseurs. Et il y a eu à nouveau une progression. Ça, il le raconte dans L'Enfant et le cheval de vent, qui est le 12e livre. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, qui est tout à fait intéressant dans ce témoignage, c'est de voir que lorsque la personne autiste n'est plus dans le contexte qui lui a permis de progresser, il y a une régression. Et ça, on va l'observer très très souvent. Bon, je pourrais parler un petit peu de mon cas, mais ça, ce sera après. Alors également, faites attention à la traduction française de cet ouvrage, parce que j'ai lu les deux versions. Donc, de façon erronée, Recovering a été traduit par guérison. On ne guérit pas de l'autisme, je ne le dirai jamais assez. On est autiste toute sa vie. On est autiste, on meurt autiste. Et ce n'est pas la faute de nos parents. Bref, la bonne traduction de recovering, c'est récupération, progression. Ce n'est pas guérison. Il n'y a pas eu guérison de l'autisme. Ça, c'est un argument marketing des éditeurs pour mieux faire vendre le livre. Parce qu'évidemment, ça donne de l'espoir aux gens. Bref. Alors, si vous le voulez bien, je vous propose un petit extrait. Ah, ça va pas fonctionner. Si. Lui-même, on regarde presque toujours les mêmes résultats. Les stéréotypes disparaissent et l'intellect peut se démontrer. Prendre le dessus. Exactement. Et on peut voir qui est cet enfant. Alors, Rowan, vous avez constaté par hasard qu'avec, parce que vous êtes cavalier depuis toujours, vous avez constaté qu'avec la jument, une jument, il s'est été transformé. Comment ça s'est passé? Bon, je suis cavalier, mais j'avais pas envie que mon fils monte à cheval parce qu'à ce temps, j'ai pensé que c'était trop dangereux pour lui. C'était lui qui a fait son propre contact avec le jument de mon voisin. Et j'ai vu une connexion si directe, si évidente, il fallait le suivre. Il a prononcé ses premiers mots? Ses premiers mots à cheval. Il était devant moi, dans la salle, et on commençait à rouler sur le cheval. Et j'ai donné le choix parce que j'ai toujours parlé avec lui comme s'il avait les paroles, parce qu'il comprenait beaucoup, comme beaucoup des autistes, mais il a utilisé les premières paroles à cheval ce jour. Et après ça, je l'ai vu la même chose maintenant avec tant des autres enfants, c'est pas seulement lui. Alors cette méthode-là, vous la développez au Texas? Ouais. Vous avez beaucoup de monde qui vous suit? Oui, maintenant, après des ans d'expérimentation, etc., spécialement quand on monte avec l'enfant devant dans ces époques, je ne suis pas à pied comme ça, bon, je suis une voix dans l'oreille, et je peux m'insinuer dans les pensées. Voilà. Voilà, donc désolé pour les petits soucis techniques. Donc, ce qui est très intéressant, je me disais tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a eu progression pendant la pratique équestre et puis régression ensuite. Et je pense que c'est vraiment l'information principale à retenir de cela. Bon, également que le fils de Rupert Isaacson s'est mis à communiquer par le biais du cheval. Et il n'y a aucune raison de remettre évidemment en doute son témoignage à cet égard. Alors également, ce dont je souhaitais parler, peut-être insister un petit peu plus là-dessus, c'est le cas particulier des femmes autistes. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a beaucoup plus de garçons, d'hommes diagnostiqués autistes que de femmes. Et ça, c'est un champ de recherche tout récent. Ça a concrètement commencé à 2016, dont je participe notamment à une étude de Fabienne Casalis, sur les femmes. Je ne vais pas pouvoir passer pareil la vidéo, mais bon, c'est pas très grave. Et donc le champ de recherche de l'autisme chez les femmes, pouf, a décollé en 2016. Donc on a à la fois Fabienne Casalis, qui est donc chercheuse au CNRS, ici en France, et également Laurent Mautron, qui est chercheur sur l'autisme au Canada, qui ont au même moment débuté une étude là-dessus. Alors pourquoi s'intéresser à l'autisme chez les femmes? C'est que le fait qu'il y ait 4 hommes diagnostiqués autistes pour une femme ne veut pas dire que l'autisme touche principalement les hommes. Ça peut vouloir dire aussi que les femmes sont moins diagnostiquées, et c'est l'hypothèse à la fois de Fabienne Casalis et de Laurent Mautron. Et c'est également ma conviction. C'est-à-dire que lorsqu'on est une femme autiste, on va avoir plus de facilité à cacher, entre guillemets, nos difficultés en société, et on va avoir une plus importante pression
pour, comment dire, s'insérer, pression qui va être mise de façon moins importante sur les hommes. Pour prendre un exemple, hein, vous avez un enfant autiste, fille, garçon. Si le garçon passe 8 heures à jouer sur sa console de jeux vidéo sans voir personne, sans parler à qui que ce soit, vous allez trouver ça normal parce que c'est un garçon, probablement. Une fille qui aurait le même genre de comportement ne sera pas considérée comme normale. Et donc, il va y avoir une pression pour qu'elle se sociabilise qui, dans certains cas, va cacher le fait que cette personne est autiste. Voilà. Alors, par rapport au phénotype féminin, j'ai piqué une diapo à Laurent Mautron avec son accord. Donc, on pense que il pense du moins que les femmes autistes auraient plus de motivation sociale. Donc, il y a des études dans ce sens-là, c'est-à-dire que les femmes autistes seraient plus portées à la communication que les hommes. Auraient également moins de comportements visibles qui les font être identifiés comme autistes, donc moins d'hyperactivité, d'impulsivité, également plus d'anxiété, et là je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que l'autisme va devenir invisible chez les femmes, parce que l'anxiété ne s'extériorise pas, ne se voit pas, bon, sauf que je me ronge les lèvres, donc ça va se voir un peu, mais beaucoup moins qu'un garçon qui va piquer une colère, ou qui dans les cas les plus extrêmes va lancer un objet sur un appareil de télévision. J'ai vu des cas comme ça. Alors également plus de troubles alimentaires. Alors on est en train d'écrire en ce moment un livre comment nourrir les personnes autistes. C'est la première fois qu'un tel bouquin est en cours d'écriture. Donc il y a effectivement beaucoup de troubles alimentaires chez les personnes autistes. Et donc moins de comportements répétitifs, donc moins de stéréotypies chez les filles. Donc là aussi, il y a des controverses. Est-ce qu'on a trop étendu le spectre de l'autisme à des personnes qui, en fait, ne seraient pas autistes? Bon, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Simplement, les études, notamment avec des bases génétiques, montrent qu'il n'y a pas de raison particulière pour qu'il y ait moins de femmes que d'hommes, je veux dire, en matière génétique. Et également qu'au niveau du spectre de l'autisme, il y a une importante possibilité de progression. Vous pourrez avoir un certain profil à 2 ans, 3 ans. C'est pas pour ça que la personne est condamnée et va toute sa vie rester non-verbale, donc comme je le disais au début. Voilà. Alors, donc, une donnée très intéressante qui a été soulignée par Fabienne Casalis. Alors, je ne vais pas vous montrer l'extrait de sa conférence. Donc ça se passe à 30 minutes 20, c'est trouvable sur Internet, Fabienne Casalis, Salon de l'autisme. Elle explique donc à peu près à 30 minutes que chez les hommes, donc les garçons et les hommes autistes, les centres d'intérêt vont être plus portés sur du non-vivant, entre guillemets. Donc ils vont s'intéresser à la musique, on a un exemple dans la salle, aux mathématiques, aux langues, on a beaucoup d'exemples d'autistes qui se mettent à apprendre des langues. Alors que chez les femmes, ces centres d'intérêt vont être différents et vont souvent passer beaucoup plus inaperçus. Et donc Fabienne Casalis a cité spécifiquement le cheval comme étant probablement le centre d'intérêt au niveau du vivant le plus fréquent chez les femmes qu'elle a étudié dans sa cohorte. Et ça, c'est une info qui est donc toute récente. Je participe à son étude, donc voilà, j'ai le feedback. Donc c'est tout à fait intéressant à prendre en compte dans l'approche de l'équithérapie, à savoir qu'il va y avoir énormément de filles, de femmes qui vont être naturellement attirées par le cheval. Et si on prend, entre guillemets, c'est pas le terme que je vais utiliser, si on approche une personne autiste par son centre d'intérêt, eh bien, il y aura beaucoup plus de chances qu'elle s'en sorte à l'âge adulte que si on lui impose une activité. Justement, j'aimerais faire un parallèle, si vous le voulez bien, avec la musicothérapie. Ah. Je vois qu'il y a des attentes. Bref. Bon, pour ma part, j'ai toujours été attirée par le cheval. Seulement, l'équithérapie n'existait pas en tant que pratique lorsque j'étais enfant. Donc, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai demandé à ma mère, qui est quelque part aussi dans la salle, si je pouvais monter à cheval. Et la seule option existante était un centre équestre. Sauf que, horreur, dans les centres équestres, vous êtes obligé de sociabiliser avec des adolescentes, c'est-à-dire le pire exemple d'être humain au monde. Donc, j'ai été très rapidement aussi exclue dans ce centre équestre que je l'étais à l'école. Parce qu'évidemment, à l'école, j'étais harcelée. Bon, petite parenthèse, si 100% des personnes harcelées ne sont pas autistes, eh bien, la totalité des personnes autistes que nous connaissons ont été harcelées à l'école. Et ça, c'est important de le souligner, enfin, du moins, pour ceux qui n'ont pas été en institution. Donc,
voilà, du coup j'ai un peu perdu mon fil. Alors oui, le parallèle avec la musicothérapie. J'ai toujours eu une détestation absolue pour la musique. Alors de même qu'il y a des personnes qui ont l'oreille absolue, il y en a un dans la salle. Eh bien je pense qu'il y a des personnes qui ont la propriété inverse, c'est-à-dire l'incapacité totale à différencier une note de musique d'une autre. Si bien que lorsque, au collège, j'avais des cours de musique, c'était une véritable séance de torture. J'aurais tout fait pour échapper à cela, et donc à chaque fois j'étais évidemment harcelée, moquée, etc. Bien, prenons l'exemple inverse. C'est-à-dire, prenons par exemple un homme autiste qui a un intérêt pour la musique et à qui on proposerait de se mettre à cheval alors qu'il n'a pas d'intérêt pour cela. Et très rapidement, donc il explique qu'il déteste ça. Et bien, ça vous donne ce type de ressenti. Alors, je suis désolée de montrer ça à l'assistance, mais c'est pour... oui, c'est pour appuyer sur le fait qu'il ne faut, je pense pas, imposer une activité à un enfant, à un adulte qui très rapidement montre qu'il déteste ça. Lorsque vous avez un enfant ou un adulte autiste que vous mettez en contact avec le cheval, c'est pas en insistant, en le gardant en contact prolongé avec le cheval que forcément ça va s'arranger. Ce sera même plutôt l'inverse. Alors, hop là. Donc on ne va pas lire hein, la totalité, c'est assez violent. Donc, pour ma part, ayant toujours eu un intérêt pour le cheval, le ressenti était forcément tout à fait différent, c'est-à-dire beaucoup plus proche de celui de Temple Grandin, de Rupert Isaacson. C'est-à-dire que je recherchais la présence, la compagnie, pour ainsi dire, du cheval. Pour quelles raisons? C'est très très difficile à expliquer. Je pense que c'est en premier lieu par sentiment de non-appartenance à la communauté humaine. Ça peut paraître bizarre de dire cela, mais j'ai très très vite ressenti aussi bien à l'école primaire, c'est venu à l'école primaire que plus tard, que je n'appartenais pas au même monde, entre guillemets, que les autres élèves. Mais je n'arrivais pas à mettre de nom dessus. Donc c'était tout à fait curieux. Alors qu'en compagnie des animaux, je me suis toujours sentie bien. Et notamment, donc, bon, un événement que peut-être d'ailleurs même ma mère ignore, c'est que j'avais été envoyée en colonie de vacances plusieurs fois. Donc j'étais adolescente à l'époque, et donc il y a eu une fois où j'ai été harcelée dans ma chambre, et je me suis réfugiée dans le box d'un grand cheval alezan à 3 balzanes qui s'appelait Elgado, qui était très grand, qui faisait au moins 1,75 m, et c'était le seul endroit où je me sentais bien. C'était le seul endroit où je me sentais en sécurité, où je savais que je ne serais pas ni harcelée, ni moquée, ni on me faisait des crasses du genre me balancer mes vêtements par terre en les sortant de l'armoire ou des choses comme ça. Et vraiment, c'était le seul moment d'apaisement que je pouvais avoir dans ma journée, enfin à ce moment-là du moins. Donc, bon, par la suite, les choses ont évolué. Il a été très très difficile de faire du cheval en quelque sorte mon activité professionnelle. C'est venu très progressivement, c'est-à-dire que je n'avais pas le cursus donc de base qui m'aurait permis de suivre le métier que je voulais, qui était le métier de vétérinaire, parce que j'étais nulle en maths, hein, concrètement. Donc pour passer une S, c'est pas terrible. Et je me suis tournée vers l'écriture. Et donc je suis devenue donc auteur en presse séquestre chez Cheval Savoir. J'ai fini par écrire ça chez La France Agricole. Donc maintenant, je suis auteur de livres techniques. Hein. Bon, ça c'est un livre technique sur les races de chevaux en France. Donc d'ouvrages techniques sur le cheval. Et finalement, je ne me vois pas quitter ce centre d'intérêt. C'est comme s'il n'y avait pas de différenciation entre mon identité et le cheval. Le cheval fait partie de mon identité, tout comme pour la personne dont j'ai montré le texte tout à l'heure, la musique fait partie de son identité et rien ne sert de lui en imposer une autre. Alors, enfin, pour terminer, je crois que j'ai un peu dépassé, non, je sais pas. Alors je pense qu'il y a un grand projet tout à fait porteur à créer, faire enfin un pont entre l'équithérapie et la professionnalisation dans le domaine équestre. On a des preuves que ça marche. On a l'exemple de Temple Grandin. Bon, le mien n'est peut-être pas très parlant dans la mesure où je n'ai pas bénéficié d'équithérapie quand j'étais adolescente, mais ça m'aurait été bien plus bénéfique que le centre équestre et ces petites pestes avec leurs avec leurs mots gentils. Bref. Donc voilà, ça reprend ce que je disais tout à l'heure. Les filles et les femmes autistes sont sous-diagnostiquées car moins visibles. Alors également, vous pouvez demander à des chercheurs comme Fabienne Cazelis, Laurent Mautron. Ils vous diront tous que les filles et les femmes autistes sont plus attirées par le vivant et par le cheval que les garçons.
Donc voilà, on a des exemples de réussite professionnelle. Alors également, un point qui est tout à fait, je pense, important de souligner, c'est la pression sociale qui désormais associe le domaine équestre aux femmes. Donc on a eu une étude par Catherine Tourmalet en 2006, donc une thèse, elle en a tiré un bouquin chez Belin après, qui montre que maintenant le domaine équestre est très majoritairement associé aux femmes, à tel point que si un petit garçon dit « je veux faire du cheval », ça va être principalement au Royaume-Uni d'ailleurs, un peu comme s'il disait « je veux porter une robe ». Ça va être vu comme un aveu de non-masculinité en fait, c'est très très frappant. Donc voilà, il faut accorder aussi de l'importance à ces études de sociologie. Alors également, j'ai parmi mon entourage plusieurs femmes autistes qui m'ont dit moi je voudrais me professionnaliser dans le monde du cheval, mais je ne trouve pas de réponse adaptée. Donc bon, en l'occurrence, c'est un cas d'une personne que je connais en Bretagne. Donc ces réponses n'existant pas, il y a tout intérêt à les créer et surtout à se dire que lorsque l'on a un enfant en équithérapie, il est tout à fait possible de l'amener ensuite à un emploi dans le domaine de l'équitation. D'autant plus que le 4e plan autisme, ça y est j'en parle, prévoit de mettre un accent sur la professionnalisation. Alors il y a 10 ans quand on parlait de mettre des personnes autistes à l'emploi, c'était tout de suite hurlement dans la salle. Maintenant l'idée commence à être beaucoup plus acceptée dans la mesure où on sait que les personnes autistes peuvent progresser. Donc voilà, créons cela. Ça rentre tout à fait dans le cadre du 4e plan. Il y a des preuves comme quoi ça marche. Et je pense que c'est en plus tout à fait intéressant à tous les niveaux d'avoir la possibilité de travailler en thérapie avec un enfant qui, à son tour, à l'âge adulte, pourra devenir une personne ressource ou du moins quelqu'un qui parlera de son expérience, qui dira « bah oui, moi ça m'a permis d'en faire mon métier, je suis extrêmement heureux ». Et lorsqu'une personne autiste a fait de son centre d'intérêt son métier, elle est la personne la plus heureuse du monde, en général. Voilà, voilà. Donc, c'est terminé. Ah si, j'avais un petit exemple. Donc, on a un exemple d'une personne autiste qui est devenue cavalier professionnel. Donc, je n'ai pas regardé le reportage en entier. Je ne sais pas s'il est passé par la thérapie auparavant. Donc il a participé à un concours hippique, voilà, au Salon du Cheval. Donc preuve également que c'est possible, que c'est pas du tout... voilà, qu'on peut passer de la thérapie au domaine sportif à la professionnalisation.